Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Africa Newsroom sur Africa 24. La crise du logement sur le continent reste un défi majeur pour des millions de ménages. Entre explosion démographique, urbanisation rapide, hausse des coûts des loyers, habitat informel et difficultés d'accès au foncier, la crise du logement sur le continent s'impose aujourd'hui comme une urgence sociale et économique. Quelles réformes structurelles pour garantir un accès plus équitable au logement et quel rôle pour les États, le secteur privé et les partenaires internationaux? Nos invités pour ce débat, M. Amadou Thiam, responsable régional senior Afrique du Nord, de l'Ouest et centrale de Shelter Afrique Development Bank, en duplex d'Abuja au Nigeria. Bienvenue sur ce plateau. Merci Madame Kwasi de nous avoir invités. C'est nous. Monsieur Claude Affi, directeur de l'École supérieure des professions immobilières. Bienvenue sur ce plateau. Merci Madame. Monsieur Idrissa Soulama, coordonnateur national du Forum de la Société civile d'Afrique de l'Ouest. Bienvenue sur ce plateau. Merci Laure. Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction sur le déficit de logement sur le continent et on en discute juste après. L'Afrique connaît la plus forte croissance urbaine au monde. Aujourd'hui, près de 40% des Africains vivent en ville, une proportion qui atteindra 60% d'ici 2050. Selon les projections, la population urbaine du continent passera de 700 millions à 1,4 milliard d'habitants, soit 700 millions de citadins supplémentaires à loger en moins de 25 ans. La crise du logement dans les grandes villes africaines est accentuée pas seulement par l'explosion démographique, mais aussi par la confusion des lois foncières. Les lois foncières ne sont pas toujours claires, d'où une ambiguïté à l'acquisition des parcelles. Cette croissance met en lumière un déficit chronique de logements abordables. En Afrique, 62% des logements urbains sont considérés comme informels. Le Nigeria accuse un déficit de plus de 17 millions de logements, tandis que la Côte d'Ivoire enregistre un manque de plus de 700 000 unités. À Abidjan, près de 1 million de personnes vivent dans des quartiers précaires et le déficit est estimé à environ 600 000 logements. La crise du logement pourrait être résolue de façon africaine. Il y a 3 facteurs principaux: l'accessibilité et la disponibilité du financement du logement, pas seulement pour les salariés, mais aussi pour tous les acteurs économiques capables de produire une richesse. L'accessibilité facile à la propriété foncière, qui est souvent ambiguë et fait face à plusieurs problèmes de contentieux. Pour les experts, l'enjeu dépasse la simple question du logement. Il s'agit de préparer les villes africaines de demain. Réformes financières, logements sociaux, financement adapté aux ménages modestes et modernisation des quartiers existants figurent parmi les solutions avancées. Car sans une action rapide, l'explosion démographique pourrait transformer la crise du logement en véritable frein au développement économique et social du continent. Retour sur ce plateau, 62% de logements urbains informels. Monsieur Amadou Thiam, pourquoi selon vous la crise du logement s'aggrave-t-elle sur le continent, notamment dans de nombreuses grandes villes sur le continent? C'est une question simple mais qui nécessite une réponse et une vision plus holistique. Comme l'a dit votre expert dans la vidéo, régler la question du logement, surtout dans les proportions sur lesquelles nous attendons l'Afrique, à savoir 50 millions de logements à construire pour résorber le déficit et non pas rajouter le croix démographique qui est l'un des plus forts au monde, demande une synergie de 8 grandes actions, de 8 grands chapitres. Le premier, c'est la vision politique. Il faut que cela soit une volonté politique forte qui sous-tende ce genre de programme. Le deuxième, c'est le foncier. Votre expert est revenu dessus, je ne vais pas entrer dans le détail. Ensuite, il y a la question de l'aménagement. Nous vivons de plus en plus d'épisodes climatiques et nous avons aussi des besoins de confort plus importants de nos populations. Donc la question de l'aménagement et
la troisième composante. Ensuite, nous avons la nécessité et le devoir de construire ces 50 millions de logements, par exemple, étant entendu que dans l'ensemble de nos pays, en dehors des pays de l'Afrique du Nord, nous sommes à des proportions annuelles inférieures à 25 000 logements par année. Ensuite, nous avons la formation, qui est un des principaux freins que nous ne mettons pas dans nos politiques jusqu'à ce que ça soit l'asymptote qui bloque tout. Ensuite, nous avons la question des matériaux, nous avons la question de la commercialisation et le financement en dernier. Donc, c'est une vision holistique et un alignement de l'ensemble de ces 8 points qui devrait nous permettre d'atteindre cet objectif. Et malheureusement, dans l'ensemble des pays africains, très peu, peut-être quelques pays du Nord et peut-être aussi l'Afrique du Sud, qui arrivent à adresser convenablement cette question. Alors, Monsieur Claude Affi, justement, selon vous, quel impact l'explosion démographique et l'urbanisation rapide ont-elles justement sur l'accès au logement Merci. sur le continent? Merci. Alors, tout de suite, je voudrais déjà rebondir sur la première question pour regrouper donc les causes autour de 3F. 3F, déjà, il y a le foncier. Le foncier qui n'est pas totalement maîtrisé. Vous avez une partie du foncier qui reste encore traditionnelle avec le droit coutumier. Et puis, le deuxième F, c'est le financement. On en parlera tout de suite, tout à l'heure. Le financement en Afrique est très difficile pour une grande partie de la population pour avoir accès donc, à un accompagnement bancaire. Et ensuite, il y a la fiscalité. Fiscalité, aujourd'hui, les promoteurs se plaignent beaucoup de toute cette taxe autour des matériaux. Et du coup, cela a un impact sur le prix des logements. À cela, il faut ajouter aussi un quatrième F ou une quatrième raison, c'est la formation des acteurs. N'importe qui ne peut pas être promoteur. Et donc, il faut une formation à la base pour devenir promoteur. Savoir structurer son projet, parce qu'il faut que le projet soit bancable, il faut qu'on puisse aboutir à la fin à des maisons assez décentes pour que les acquéreurs puissent acheter. Donc, voilà ce que je voudrais à la base dire au niveau des raisons de cette crise du logement en Afrique. Merci. Monsieur Soulama, justement, Oui, merci. quelle est votre analyse? Oui, mais la crise du logement en Afrique, je pense qu'elle est due à plusieurs facteurs, hein. Il y a le facteur démographique qui est lié aujourd'hui au fait qu'il y a les zones rurales, toutes les populations aujourd'hui qui sont dans les campagnes, faute d'opportunités dans ces différentes régions, convergent vers les grandes villes, les grandes capitales, comme on le voit à Abidjan. Aujourd'hui, la plupart des personnes convergent vers Abidjan. Donc cela va avoir une augmentation effectivement de la demande en logement, ce qui fait qu'on a un déficit en termes de logement. Au-delà de cela, il y a la question de l'économie, pour nous, qui est essentielle, comme les autres l'ont dit, parce que tout le monde n'a pas un revenu assez décent pour pouvoir effectivement faire face à la question du logement. Donc la question de l'économie doit être un élément essentiel qui doit être analysé à fond. Parce que quand on regarde le SMIC dans nos différents pays, ça ne permet pas effectivement à toutes ces personnes d'avoir des logements convenables pour pouvoir se habiter. Donc cela freine effectivement. Et puis, comme on l'a dit aussi, la question du foncier. Le mélange entre domaine urbain, foncier, coutumier et puis aussi le domaine moderne, cela est un frein effectivement à l'urbanisation, à la modernité aussi aujourd'hui du foncier, de sorte que la plupart des investisseurs, par exemple, qui viennent rechignent à venir investir le plus souvent dans le foncier parce que s'il n'y a pas une certaine clarté dans le domaine du foncier, cela freine effectivement parce que si on n'est pas sûr que lorsqu'on va injecter effectivement des fonds dans tel ou tel domaine, est-ce qu'on aura effectivement, on aura aussi les résultats escomptés.
Parce que les conflits qu'on vit aujourd'hui, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire sur le domaine foncier, notamment à partir d'Abidjan, je pense que cela est un frein, effectivement, à la question du logement dans nos différents pays. Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle aussi des autres pays qui sont aux alentours. Donc c'est un véritable problème sur lequel nos différents décideurs doivent pouvoir avoir une oreille attentive, réfléchir sur une bonne perspective, mettre en place des stratégies qui peuvent effectivement pour résoudre tout ce problème-là. Même si on ne peut pas le résoudre en entièreté, mais il faut faire en sorte que cela puisse être résolu à moitié. Merci. Alors, Monsieur Amadou, est-ce que selon vous, les infrastructures urbaines actuelles sont-elles capables de suivre le rythme croissant des villes? Malheureusement, non. Nous avons un déficit déjà d'infrastructures urbaines et sociaux de base de manière générale pour absorber et mettre à l'aise les citadins. Et comme les statistiques le montrent, nous attendons 700 millions d'Africains supplémentaires dans les villes d'ici 2050. 700 millions, c'est quasiment 1 milliard de personnes supplémentaires. Et donc là, j'aime bien le parallélisme que vous instaurez dans le débat. Il ne s'agit plus de construire des logements, mais plutôt de construire des bouts de ville. C'est exactement ce nouveau paradigme-là qui a fait que, par exemple, Shelter Afrique a changé aussi de paradigme, ne s'appelle plus Shelter Afrique tout simplement, mais Shelter Afrique Development Bank, parce que maintenant, nous mettons le développement urbain au cœur. Il faut, dans ce sens-là, à mon avis, mieux sensibiliser les États, mais aussi les partenaires au développement. Je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, parmi les 5 besoins d'investissement en infrastructure de manière globale en Afrique, nous avons l'énergie qui est le premier avec 1600 milliards de dollars. Le suivant, c'est le logement. Nous avons un besoin de 1400 milliards de dollars à mettre sur la table. Après, nous avons les autres secteurs, que ce soit les routes, l'éducation et autres. Et malheureusement, ce secteur du logement et du développement urbain est considéré comme un secteur social, alors que ça devrait être pris en compte comme un secteur économique et donc bénéficier de toute l'attention dont bénéficient les autres secteurs. Monsieur Afi, justement, selon vous, est-ce que le coût actuel des loyers est-il compatible avec le pouvoir d'achat des ménages africains? Absolument non. Quand on regarde le coût des loyers, c'est extrêmement cher. Vous savez, les experts estiment qu'un locataire, par exemple, moyen, doit dépenser tout au plus 30 à 35% de ses revenus en ce qui concerne le loyer. Mais à Abidjan, pour quelqu'un qui a 200 000 et qui doit dépenser autour de 60 000, je ne vois pas quel est le logement décent à ce prix-là. Donc, le loyer coûte. Et cela a des répercussions. Si je ne peux pas habiter dans un logement décent, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais à la périphérie, avec tout son corollaire, le transport, les embouteillages, la fatigue, les maladies, ou je m'installe dans des zones qu'il ne faut pas. Effectivement, au niveau du loyer, nous pouvons dire que le coût du loyer n'est pas proportionnel aux revenus des ménages. Et cela est une difficulté. Il faut trouver une solution donc à ce niveau-là. Nous allons venir. Monsieur Idrissa, justement, quel est le constat qui est fait à votre niveau? Oui, le constat, il est réel. Je crois que M. Afi l'a dit, la question du coût du logement en proportion avec le pouvoir d'achat des populations, c'est le jour et la nuit. Hein. Comme il a dit, c'est effectivement aujourd'hui, quand on compare le SMIC, d'abord, quand on parle sur le SMIC et au-delà même du SMIC, quelqu'un, comme il a dit, même quelqu'un qui a 300 000 francs, il doit avoir autour de 100 000 francs pour un logement. Est-ce qu'aujourd'hui, les appartements, si on prend Abidjan, il y a combien d'appartements, surtout dans les zones qui sont insécurisées, qui peuvent coûter 100 000 francs? Il n'y en a pas. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qu'on connaît, soit ils vont à la périphérie, ou à défaut, on voit le développement effectivement de certaines infrastructures qui poussent. Parce que, puisque s'il ne peut pas habiter dans un endroit qui est convenable, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on sait qu'il doit venir travailler,
et travailler. Comme on le voit aujourd'hui, par exemple, cela a permis aussi un développement. Par exemple, quand on voit les motos qui sont développées aujourd'hui, la plupart des jeunes circulent en moto. Pourquoi? Parce que le lieu de travail et l'habitation, c'est très éloigné. Le coût de transport est élevé. Donc, ils se cotisent et puis ils achètent une moto de sorte à minimiser les coûts. Puisque s'il doit payer la maison qui est devenue chère, il doit payer le transport aussi qui est devenu cher aujourd'hui. Donc, tout cet ensemble-là fait qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas avoir un logement décent. Chacun essaie de jongler pour pouvoir effectivement trouver un lieu où dormir. Voilà. Ce n'est plus un logement décent, mais c'est trouver un lieu où se reposer. Monsieur Amadou, quel est le regard que vous portez justement sur ce fait? Alors, selon moi, en fait, il faut qu'on donne plus de crédit aux populations. Je m'explique. Très souvent, c'est dans des bureaux et des salles de réunion que nous développons des solutions que nous allons imposer aux populations. Et ces populations que nous jugeons, on va dire, vivant dans l'informel ou dans une certaine forme de précarité, ils arrivent à trouver une solution. Donc, je pense que nous avons M. Solama, qui est de la société civile, qui ne me démentira pas. Il faut qu'on change de paradigme et qu'on aille vers ces populations parce qu'ils ont des solutions. Elles arrivent à se loger tant bien que mal. Aller vers ces populations, voir leurs solutions et maintenant structurer ces solutions-là. L'exemple et le parallélisme que je fais, c'est avec la question, on va dire, du mobile banking qui est très développé en Afrique de l'Est. Ce ne sont pas les banques classiques qui ont développé ces systèmes-là. M-Pesa, qui est l'une des licornes au Kenya et autres, mais c'est le petit vendeur de cacahuètes, notre grand-mère qui est au niveau du quartier. Sont ces revenus-là, de manière très symbolique, qu'ils ont agrégé et ils en ont fait quelque chose. Et on a un exemple en Inde. Ces systèmes de microfinance ont pu aider ces personnes qui aujourd'hui sont entre guillemets exclues du système formel, parce que l'exemple de tout à l'heure est criant. Combien de logements aujourd'hui peuvent être loués à moins de 100 000 francs? C'est ça la simple question. Si on y répond, on se rend compte que quasiment, si on utilise les critères de l'ONU Habitat, il se retrouverait dans la catégorie bidonvillaire ou bien logement informel. Donc, pour moi, il faut mettre l'humain, mettre le citoyen au centre, prendre ces solutions et aider à structurer ces solutions-là pour peut-être répondre à cette question. Parce que la question des revenus, c'est celle-là qui est même au centre de la solution. Et je vais vous poser la question comme ça, justement, quel impact cette crise pourrait avoir sur l'économie, justement? De manière générale, il faut peut-être avoir une statistique. Nous avons un secteur qui est très souvent jugé de social et donc la dernière roue de la carrosse lorsque nous discutons avec les bailleurs de manière générale. Alors que $1 investi dans le secteur du logement rapporte $3 à l'économie. Donc, il faudrait que l'on arrive à repositionner le logement et le développement urbain au milieu, au centre du village. Merci. Réaction, monsieur? Oui, à cela, je voudrais ajouter que l'impact pour l'État, déjà, c'est au niveau économique. L'État doit faire face aux besoins de ces personnes qui sont souvent dans des situations assez délétères. Il faudrait peut-être envoyer tout ce qui est infrastructure routière, il faut envoyer de l'eau, de l'électricité, quand bien même après il faut une restructuration urbaine. Mais tout cela, ça coûte à l'État. Deuxième chose, indirectement, lorsque vous n'arrivez pas à vous loger convenablement et que vous échappez donc au système financier de l'État, c'est aussi une perte financière au niveau de la taxation, de la fiscalité. Par contre, chacun de nous, la population bénéficie donc de tout ce que l'État produit comme infrastructure. Donc, il est bon de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour résorber ou résoudre ce problème durablement. Monsieur Soulama, réaction? Oui, je pense que ce que les prédécesseurs disent, c'est ce qu'il y a. Il faut quand même
revoir toute cette question-là et faire en sorte que, comme notre intervenant l'a dit, que l'humain soit au centre de toutes ces questions-là. Parce que aujourd'hui, la question même de la sécurité en dépend. Si tous ceux qui sont dans les milieux informels, effectivement, n'arrivent pas effectivement à produire tel qu'on le désire, ils échappent effectivement à un certain nombre d'éléments qui ne peuvent pas contribuer effectivement à l'économie des différents pays. Et cela est un manque à gagner pour nos différents pays. Donc il est bon que les gouvernants effectivement puissent réfléchir à avoir des discussions, comme il a dit, avec les différentes populations pour voir comment effectivement résorber ce problème-là. Comme il a dit, on arrive le plus souvent à réfléchir dans les centres entre nous et puis bon, ok, on a des propositions, on veut faire peut-être des buildings ici, faire des villas par là, mais est-ce qu'effectivement en faisant tout cela, est-ce qu'on arrive à résoudre le problème? Alors que peut-être qu'on n'a pas besoin forcément de buildings ou on n'a pas besoin de villas, parce qu'on a besoin de logements modestes à moins de coûts, et peut-être impliquer les populations effectivement à la réflexion et puis à la construction de ces logements. Parce que, comme on le dit, chacun on a droit à un logement, mais aussi on a aussi droit à dormir dans un environnement décent. Monsieur Amadou, justement, je vous retourne cette question. Comment la problématique foncière constitue-t-elle aujourd'hui un principal frein au développement du logement sur le continent? En quelques minutes. En quelques minutes, le foncier, on va dire que c'est l'intrant principal. Sans foncier, on ne peut absolument pas construire de villes, on ne peut pas construire de logements. Et malheureusement, dans beaucoup de nos pays africains, la sécurisation foncière, elle est problématique du fait d'un certain nombre de causes. On peut en tirer deux. Nous avons de plus en plus de superposition de lois. Nous avons le droit coutumier qui, malheureusement, se superpose, on va dire, au code du domaine de l'État, hein, pour faire simple. Et dans certains pays, cette question entraîne beaucoup de friction entre l'État central et les populations. Les pays qui ont eu les meilleurs programmes actuellement, notamment le Maroc ou bien Singapour ou autres, c'est la question du foncier qu'ils ont réglé. Mobiliser du foncier, les aider à les titrer, parce qu'un foncier qui est mobilisé peut être utilisé, mais si toutefois nous voulons l'utiliser comme leverage pour lever du financement ou bien donner une forme de sécurité aux propriétaires ou bien aux promoteurs, il faut que cela soit titré, etc. Donc, il y a cette question de la mobilisation, de la sécurisation, mais aussi de l'accélération des procédures administratives et foncières qui, dans certains cas, sont aussi des difficultés que les promoteurs rencontrent ou bien même des acquéreurs. Certains acquéreurs achètent un bien et 20 ans plus tard n'ont toujours pas le titre à leur nom. Donc il y a un certain nombre de choses à corriger, à améliorer sur la question foncière si toutefois nous voulons produire en masse, parce que c'est de ça dont il s'agit. Merci, messieurs. Je vous invite à marquer une courte pause avant d'entamer le défi de financement du logement sur le continent dans la deuxième partie de cette émission. Retour sur ce plateau d'Africa Newsroom sur Africa 24. Le manque d'accès au logement exige un financement de 1400 milliards de dollars sur le continent. Bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Nous abordons dans cette deuxième partie de l'émission le financement du logement et capacité avec justement cet élément de la rédaction sur le Kenya qui a mobilisé plus de 120 millions de dollars pour la construction de 4600 logements. Et on se retrouve juste après.
Dans le nord du Kenya, le gouvernement de William Ruto intensifie sa stratégie de transformation économique à Wajir en combinant investissement massif, développement des infrastructures et inclusion des jeunes. Au cœur de cette dynamique, le logement apparaît comme un levier majeur. 120,6 millions de dollars sont mobilisés pour la construction de 4 600 logements accompagnés de marchés, de résidences étudiantes et d'infrastructures sociales. Ce projet, le plus important jamais réalisé dans le comté, s'inscrit dans un programme régional de 286,45 millions de dollars, couvrant également Garissa et Mandera. Aujourd'hui, dans le comté de Wajir, à travers notre programme de logement abordable, nous avons investi 120,6 millions de dollars dans la construction de 4 600 logements ainsi que de marchés et de résidences étudiantes dont les projets sont à différents stades de passation de marché et de réalisation. Dans la même logique de développement local, un second volet prévoit la construction de 220 logements. Ce chantier devrait générer plus de 200 emplois, avec une attention particulière portée à l'emploi des femmes. Il est complété par la construction d'un stade de 10 000 places destinées à stimuler les activités sportives, sociales et économiques de cette région nord du Kenya. Ces investissements permettent la construction de logements abordables, de résidences universitaires, de marchés modernes, de logements pour les forces de police, de salles de classe et d'autres infrastructures connexes qui amélioreront les conditions de vie. En parallèle, l'État kényan vise un désenclavement du nord du pays à travers des infrastructures routières structurantes. Le projet phare est un corridor de 750 km reliant Isiolo, Wajir et Mandera, estimé à près de 770 millions de dollars. Il vise à renforcer la connectivité, faciliter les échanges et accélérer l'intégration économique des comtés du nord du Kenya. Retour sur ce plateau. Shelter Afrique totalise un bilan de plus de 230 millions de dollars et se mue en une véritable banque continentale de développement urbain. Monsieur Amadou Thiam, près de 1400 milliards de dollars sont requis pour combler le gap de logement sur le continent. Justement, quelles sont les actions concrètes à mener à votre niveau? Comme vous avez dit, nous devons financer pour au moins 1400 milliards de dollars. Pour y arriver, nous avons besoin de capacités d'intervention. Et les capacités d'intervention, juste pour peut-être faire un parallélisme, l'ensemble des DFI africaines, que ce soit la BAD, AfricSim, Africari, Shelter Afrique, si nous mettons tous ensemble nos capacités d'intervention, nous n'atteignons pas 300 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire deux choses. Certes, nous devons continuer à travailler sur nos capitalisations, mais en même temps, les États doivent mettre en place un écosystème favorable à capter l'argent des investisseurs, surtout les marchés de capitaux. Pourquoi je parle des marchés de capitaux? Les invités l'ont dit tout à l'heure, le logement a besoin de capitaux longs pour pouvoir financer l'acquéreur sur 15, 20 ans, 25 ans, mais aussi le promoteur sur une dizaine d'années. Et donc, cet argent-là est disponible. Il faut juste que maintenant, les États africains mettent en place le système apte à récupérer cet argent-là. Sinon, nous allons encore, dans 10 ans, continuer à souffrir de ce déficit en logement qui, certainement, nous sera de plus en plus fatal. Merci. Monsieur Soulama, justement, à votre niveau, comment mobiliser davantage de financement nécessaire pour répondre à ce gap qui est constaté? Merci. Je pense que c'est vrai, on parle des banques, mais pour nous, il faut aussi penser à un autre acteur qui est constitué de la diaspora. Je pense qu'on n'en parle pas souvent, mais la diaspora aussi peut être un élément essentiel pour faire face à cette question. Sur quelle base? Oui, mais si la diaspora est bien orientée, on a parlé par le passé de la sécurité, l'insécurité dans le domaine du foncier. Mais cela fait que la diaspora, souvent, n'arrive pas à venir investir. Mais si la diaspora est mobilisée et qu'il y a une certaine sécurité au niveau du foncier, parce que ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a la question de la corruption dans le domaine du foncier. Mais si tout cela est résorbé et que l'État met en place des systèmes de lutte contre la corruption dans ce domaine, je pense que la diaspora est un élément essentiel qui doit effectivement aider les différents États pour voir dans la construction. Mais il y a
Il y a des acteurs de la diaspora qui ont des financements, qui ont de l'argent, qui peuvent investir dans le domaine du foncier, dans le domaine de l'immobilier. Mais ils rechignent à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine forme d'insécurité qui persiste dans ce domaine-là. Alors qu'il faut faire en sorte que l'insécurité, mettre à défaut l'insécurité et faire en sorte qu'il y ait une certaine confiance au niveau de ces acteurs-là, mobiliser la diaspora. Et en dehors de la diaspora aussi, je crois que, comme M. Thiam l'a dit, il y a aussi les banques, mais peut-être il faut faire un certain montage hybride entre banques et puis peut-être avec d'autres investisseurs pour venir dans le domaine du foncier. Parce que sinon, à défaut, on sera toujours dans 20 ans encore en train de réfléchir sur cette question, la question aussi des logements en Côte d'Ivoire et dans nos différents pays. Vous soulevez le point de la sécurité, justement. Qu'est-ce que vous englobez dans sécurité? Non, je parle de l'insécurité dans le domaine foncier. Voilà. Je crois que M. Thiam l'a dit. Pour quelqu'un de la diaspora, justement, qui veut investir, par exemple, qui veut construire dans son pays, justement, qu'est-ce que quand vous parlez de sécurité, qu'est-ce qui rentre dans ce cadre-là? Oui, mais dans ce cadre, la question même par exemple, si je prends la Côte d'Ivoire, la question de l'ACD. Pour acquérir l'ACD, mais je pense qu'on l'a dit, il y a la question du dualisme entre droit coutumier et puis droit moderne. Donc, quand tous ces aspects ne sont pas bien clarifiés, ça c'est un autre élément. La question pour avoir le titre de foncier, par exemple, les procédures, il faut que les procédures soient clarifiées, que ces procédures soient simples. De sorte que celui qui est là-bas, parce qu'il travaille, mais lorsqu'il doit venir pour faire 1 mois, 2 mois, mais il faut que tout cela soit mis en place, un système clair et transparent, de sorte que le monsieur de la diaspora qui vient, il puisse faire toutes ces formalités-là et puis repartir, et puis maintenant commencer à investir sur le terrain. Mais à défaut aussi, tout cela n'est pas clair. Je pense que la plupart des gens de la diaspora ne viendront pas en Afrique, alors que c'est un élément essentiel pour nous, en tout cas pour nous, pour le développement aussi dans le secteur du logement. Monsieur Affi, réaction justement sur la part que doivent jouer les ressortissants de la diaspora? Oui, avant même de parler de la diaspora, je voudrais dire que le financement est nécessaire pour le développement du logement en Afrique. On a parlé des salaires, on a parlé des revenus. Même si vous voulez mobiliser la moitié de votre revenu pour acquérir un terrain ou une maison, ce n'est pas en mode de 5 ans ou 10 ans. Donc, l'accompagnement d'une banque ou d'une structure de financement est nécessaire. Pour parler de la diaspora, la sécurité que je vois, c'est ici la sécurité dans l'investissement. Ce sont des personnes qui ont été plusieurs fois arnaquées. On veut investir dans nos pays. Malheureusement, les projets n'aboutissent pas. Il y a des cas d'école, effectivement. Les projets n'aboutissent pas. Donc, il faut voir au niveau des promoteurs, est-ce qu'ils ont cette capacité technique, cette capacité financière pour mettre en place un projet immobilier. Et c'est pour cela que même les financeurs demandent un certain nombre de garanties avant d'accompagner un promoteur ou même un acquéreur. Donc, lorsque les garanties ne sont pas donc claires, alors la banque ou le financeur ne peut pas accompagner. Donc, pour dire que si nos investisseurs, nos promoteurs ont des projets viables et des projets fiables, je pense que les investisseurs ne vont pas donc traîner à les accompagner. Donc, il y a cet aspect qu'il faut voir. Il y a un besoin pour la diaspora en termes d'acquisition de logements. Mais à qui il faut s'adresser? Combien sont les promoteurs qui peuvent les aider avec ce passé récent qui n'est pas vraiment clair en termes d'acquisition. Donc c'est tout cela qu'il faut donc régler pour un développement viable et durable du logement. Monsieur Amadou, justement, selon vous, comment faciliter l'accès au crédit immobilier pour les ménages à revenus modestes et moyens? Merci beaucoup pour cette question. Permettez-moi de rebondir une seconde sur la question de la diaspora. La question de la sécurité foncière, elle est importante. Et aujourd'hui, à l'ère de l'IA, du numérique de manière générale, certains pays à l'international commencent à mettre ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain permet réellement de sécuriser cette question foncière-là. C'est peut-être des choses que nous pouvons identifier et travailler dessus. Aussi dire que Shelter Afrique et certains partenaires commencent aussi à travailler sur des
véhicule financier crédible. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus important aujourd'hui, c'est la confiance et la crédibilité. Donc, des institutions financières de renom peuvent être un réceptacle. Maintenant, par rapport à votre question, de plus en plus de pays, nous l'avons en Côte d'Ivoire, nous l'avons, le meilleur exemple à mon avis, c'est au Maroc. L'État met en place des dispositifs de solvabilisation des ménages. Ces dispositifs de solvabilisation permettent de partager le risque entre l'État et la banque ou bien l'institution financière en mettant en place des garanties. Ça peut être des garanties en cash collatéral ou bien ça peut être juste une garantie de signature. Mais cette forme, on va dire, d'accompagnement ou bien de prise de risque de l'État met à l'aise énormément de banques, d'institutions qui vont aller sur des segments sur lesquels ils éviteraient, on va dire, d'une certaine manière. Aujourd'hui, vraiment, j'invite beaucoup à aller regarder le système du Maroc, qui a même deux systèmes. Hein? Donc, il y a le Fogarim et le Fogaloge. L'un est orienté sur on va dire, l'informel et les personnes très vulnérables, et l'autre est orienté sur les personnes à bas revenus ou bien à revenus modestes. Donc, cette question de la solvabilisation, de mon point de vue, en plus de la mobilisation de capitaux longs sur les marchés financiers, ce sont ces deux choses-là qui peuvent permettre de baisser les taux, d'augmenter les durées et de rassurer un plus grand nombre d'institutions financières pour aller sur une classe d'actifs et des personnes plus risquées. Monsieur Soulama, je demande pour vous, comment les partenariats publics-privés peuvent-ils accélérer la construction de logements abordables sur le continent? Oui, mais je crois que c'est un élément essentiel, hein, les partenariats publics-privés. Et au-delà même des logements, on pense que nos différents États aujourd'hui sont orientés vers les partenariats publics-privés. Donc pour nous, c'est un créneau essentiel pour la construction de logements, que ce soit les logements sociaux, que ce soit les logements à haut standing, pour pouvoir permettre effectivement à la plupart des personnes et résorber la question de logement. Parce que les partenariats publics-privés, je pense que c'est un élément essentiel, non seulement de développement en Afrique. Sans l'État et les investisseurs privés, quand ils se mettent ensemble, je pense que cela est essentiel pour le développement, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau des logements et autres choses, c'est essentiel. Monsieur Afi? Alors, pour rebondir sur la question du partenariat, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, nous avons eu deux étapes dans le développement de l'immobilier, surtout en Côte d'Ivoire. Vous avez eu l'étape où l'État était acteur dans la production du logement. Il est arrivé un moment où l'État s'est retiré pour être spectateur, mais au-delà d'être spectateur, l'État réglemente la production du logement. Donc facilite aux promoteurs les actions de construction en mettant en place, par exemple, le code de la construction et de l'habitat pour voir comment un promoteur peut, de façon claire, produire des logements et les vendre. Donc l'État accompagne déjà par la réglementation, mais l'État accompagne aussi au niveau du financement en mettant en place des fonds d'aide à l'acquisition des logements. On a connu le fonds, le FSH, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été mis en place pour accompagner les banques et réduire les taux d'intérêt pour permettre aux ménages d'avoir un accompagnement bancaire. Mais au-delà du partenariat, il faudrait que l'État pense à la mise en place ou à l'aide à la viabilisation des terrains, c'est-à-dire le VRD primaire. Tant que le promoteur va acheter le terrain, va viabiliser, apporter l'eau, apporter l'électricité et autres, avant de construire, on aura des logements qui seront chers. Or, si l'État arrive à viabiliser, à donc donner un terrain viable, je pense que les ménages pourront acquérir des logements à des taux, à des prix quand même assez bas ou raisonnables.
Monsieur Amadou, réaction sur ce volet? Selon moi, la question des PPP est la panacée, hein, pour régler la question de la production à l'échelle. Si nous, institutions financières, nous continuons à financer les promoteurs privés, ils feront des très bons projets de 200 logements, 300 logements, 1000 logements, mais nos besoins sont beaucoup plus importants que cela. Et il n'y a que le partenariat public-privé qui peut nous permettre d'avoir sur un contrat 100 000 logements à construire par un seul partenaire technique et financier. Donc pour moi, il faut que l'État se positionne davantage sur son rôle de régulateur, comme cela a été dit tout à l'heure, de facilitateur et de catalyseur, mettre à disposition du foncier sécurisé, accompagner sur la question de la viabilisation et surtout prendre sa part de risque pour que le partenaire international ou même le partenaire national qui est là puisse, lui, se focaliser sur la mobilisation du financement et la livraison des logements avec une cadence et un volume important. Dans les autres pays où la question du logement a été réglée, ce sont les partenariats publics-privés qui en ont été le déclencheur. Donc, c'est vraiment, selon moi, le point à creuser et à mettre en place. Et c'est dans ce sens-là, peut-être qu'actuellement, Shelter Afrique accompagne un certain nombre de pays, que ce soit la Guinée, que ce soit même la Côte d'Ivoire, que ce soit le Gabon et d'autres pays. Nous avons rajouté ce produit-là pour vraiment accompagner les États dans ce sens. Monsieur Afi? Alors, selon vous, comment les solutions innovantes pourraient permettre justement la réduction des coûts de construction de logements? Alors, en termes de solutions innovantes, il faut revoir l'industrie de l'habitat. L'industrie de l'habitat, c'est quoi? Aujourd'hui, comme hier, nous avons la seule technique de construction qui demeure. Les briques, le bois et ensuite le béton. Pourquoi ne pas penser à d'autres manières de construire, surtout lorsqu'on veut construire pour une quantité assez raisonnable. Si on continue de construire comme on le fait, non seulement on perd du temps, mais il y a aussi le coût. Aujourd'hui, les préfabriqués peuvent aider à produire assez de logements à des coûts supportables pour les ménages à faible revenu. Donc il faut que nos constructeurs, nos promoteurs regardent au niveau de leur technique de construction. Ça coûte faire du béton sur place, faire des agglos, les briques, monter ces briques. Non seulement ça prend du temps, mais il y a la main-d'œuvre qui accompagne tout cela. Aujourd'hui, industrialiser ou professionnaliser la production pour une construction moderne, je pense que ça peut servir et aider. Je prends l'exemple des préfabriqués qui ont été faits au niveau de l'Institut des sports à Makori. En moins de 3 mois, on a monté des logements qui sont aujourd'hui utilisés par les étudiants. Donc, il y a la possibilité de revoir notre manière de produire le logement pour la masse. Voilà. M. Soulama, réaction sur ce volet? Oui, non, c'est le challenge aujourd'hui. Comment faire en sorte que, quand on regarde, je prends le cas des personnes qui ont été déguerpies tout dernièrement, si on veut reloger ces personnes, quelle stratégie on met en place pour pouvoir loger ces personnes dans une durée restreinte? Donc, comme il a dit, effectivement, la question des préfabriqués qui est un élément essentiel qui peut, en moins de quelques minutes, quelques mois, permettre à ces personnes d'avoir un habitat et de pouvoir se loger. Je pense que nos différents constructeurs, nos différents acteurs doivent effectivement réfléchir à d'autres moyens de production de logement plutôt que d'être dans l'ancien mode de construction qu'on connaît. Quand moi je regarde aujourd'hui les ponts, la construction des ponts par exemple, on a vu que par le passé, même le béton, tout se faisait sur place. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On monte, il y a des piliers qu'on monte et après on vient avec voilà, les échangeurs, on fait tout et puis tout est voilà, c'est de manière plus rapide. Donc je pense que certainement il faut réfléchir à d'autres modèles, à d'autres systèmes. Comme il a dit, il y a les préfabriqués, mais certainement qu'il pourrait y avoir d'autres systèmes dans d'autres pays. Il faut innover, il faut essayer d'innover en certainement discutant avec certains pays qui ont peut-être reçu dans ce domaine. Je crois que notre ami
Thiam le disait, notamment au Maroc, par exemple, ils ont réussi certainement dans les pays asiatiques aussi. On peut avoir des modèles qui peuvent nous aider à plus avancer que de nous cantonner dans le système classique que nous connaissons. Et je pense que cela ne nous fait pas avancer certainement sur le domaine. Justement, M. Amadou, on revient sur cette question d'innovation. Justement, comment l'innovation pourrait apporter un plus dans la résolution de ce gap de logement sur le continent? Je pense que c'est une opportunité. Aujourd'hui, tous les éléments sont disponibles au niveau africain pour faire cette innovation-là, en termes de technologies disponibles, mais surtout en termes de talent. On a tellement de jeunes talents qui sont là, qui sont en train d'innover dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a 3 choses qu'il faudrait peut-être prendre en considération. La première chose, c'est la circulation des personnes. On n'en parle pas assez, mais aujourd'hui, est-ce qu'un ingénieur formé à Dakar peut aller travailler en Tanzanie? Est-ce qu'aujourd'hui, un architecte formé à Pretoria peut aller exercer en Égypte, etc. Donc la question de la mobilité des personnes, elle est fondamentale, parce que c'est comme ça que nous allons faire de la fertilisation croisée et faire jaillir l'innovation. Le deuxième point, je pense qu'on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est la question de la production de masse de matériaux. Le bric à bric ne marchera pas. Il faut qu'on se le dise pour dire maintenant et qu'on pousse maintenant, qu'on libère les énergies pour faire mieux. Et par rapport à cela aussi, il y a une stratégie continentale qui est là, la ZLECAf. Il faut que les États croient davantage à la ZLECAf. Nous ne pouvons pas, et le Covid nous l'a montré, ceux qui sont dans le secteur l'ont vu, lorsqu'il y a eu des difficultés à l'échelle mondiale, le fret a été multiplié par 2. Les usines de production en Turquie, en Chine, en Russie, en Ukraine, etc., ont eu des contraintes qui ont fait que nous n'étions plus approvisionnés. Pour moi, il faudrait qu'on commence à se dire, chaque pays a des matériaux, des matières premières qui lui sont propres, qui peuvent être utilisées en matériaux. Et maintenant, ces matériaux produits dans ce pays-là peuvent être exportés dans un autre pays africain. Donc, ce commerce intra-africain, à mon avis, est une bonne partie de la solution. Et le troisième, c'est la co-construction. Je l'ai dit tout à l'heure en taquinant mon collègue de la société civile, il faut co-construire. Pourquoi? Je donne un exemple. Au Sénégal, j'ai piloté un projet qui, malheureusement, lorsque on a présenté les produits aux acquéreurs, ils ont préféré les briques à briques aux préfabriqués lorsque c'est en villa. Par contre, ils n'avaient aucun problème lorsque c'était en appartement. On leur a posé la question, ils nous ont dit tout simplement, lorsque nous achetons une maison, c'est par rapport à la taille de notre famille d'aujourd'hui et par rapport à nos revenus d'aujourd'hui. Nous voulons faire de l'incrémental. Demain, nous allons rajouter une chambre, etc., etc. Donc, cette question de mieux appréhender les besoins de nos populations devront être intégrés. Et donc, c'est pourquoi je parle de mobilisation des personnes, circulation des personnes, des biens et de la co-construction. Monsieur Soulama, justement, pour vous, comment garantir un développement urbain durable tout en répondant à la forte demande de logement sur le continent? Oui, la forte demande de logement, mais je crois qu'on a plus ou moins abordé cette question, c'est déjà le foncier. Il faut arriver à mettre en place des procédures claires sur le foncier pour permettre effectivement une certaine lisibilité, une certaine sécurité au niveau du domaine foncier. Si on a ces procédures qui sont claires et lutter contre la corruption dans le domaine du foncier, qui est essentiel pour tout investisseur dans le domaine foncier, pour éviter qu'on vienne construire une maison ou une villa ou deux villas et après on dit non que ce terrain, voilà, les documents que vous avez eus pour pouvoir acquérir cette maison, ce sont des documents qui sont falsifiés. Et je crois que les cas, on en a. Donc si il y a la sécurité dans le domaine foncier, c'est un élément essentiel. Deuxième élément, c'est aussi la formation des acteurs. Notamment, M. Thiam l'a dit, la plupart des jeunes qui sortent, parce qu'aujourd'hui, il faut permettre à ces jeunes-là de pouvoir effectivement innover, de faire des propositions sur ce qu'ils savent faire pour que la construction de la main-d'œuvre ici soit
on le regrette parce que le plus souvent, quand on voit les immeubles qui sont construits, souvent il y a des main-d'œuvre expatriés qui viennent. Mais alors qu'au niveau local, ici aussi, on peut effectivement régler ce problème avec. Je prends le cas des ponts, notamment le troisième pont qui était en train d'être construit en Côte d'Ivoire, notamment le pont HKB par exemple. Dans sa construction, on a vu effectivement que la plupart des experts qui venaient, c'était des experts expatriés. Mais comment faire en sorte qu'on ait des experts au niveau national qui peuvent effectivement contribuer à cela? Donc tout ça, c'est la question de la formation est essentielle pour le développement effectivement de logement en Côte d'Ivoire. Monsieur Afi, pour terminer. Alors, sur la question, je dirais que déjà, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, sur 2 points, l'État fait des efforts. Déjà, au niveau de la sécurité foncière, avec la mise en place de l'ADU, je pense que l'État veut sécuriser déjà à la base l'acquisition du foncier. Il suffit que la population adhère donc à cette politique de réforme du foncier. Deuxième chose, on voit qu'au niveau même du ministère de la Construction, il y a la digitalisation des actes. Donc ça va avoir un effet assez important. Donc réduire le temps d'attente. Avant, pour avoir un permis de construire, il faut attendre 1 an. Aujourd'hui, en 30 jours, on peut quand même avoir un permis de construire, donc accélérer la construction. Donc 2 solutions qui sont quand même à prendre en compte dans le développement de l'immobilier. Mais au-delà de ça, moi, j'insiste là-dessus, il faut développer des villes secondaires. Il va arriver un moment où nos capitales vont exploser. Il n'y aura plus d'espace. Pourquoi ne pas développer des villes secondaires? Développer les villes secondaires, ce n'est pas seulement construire. Il y a les équipements, il y a l'administration, il y a l'économie. Créer donc l'économie autour de nos villes secondaires et vous verrez qu'il n'y aura plus d'exode, il n'y aura plus de population qui va chercher donc à venir à la capitale. Donc créer des villes secondaires, c'est important. Merci, Monsieur Afi. Monsieur Thiam, nous allons terminer avec vous juste pour quelques minutes, quelques secondes. Sur ce volet, justement, on posait la question sur quelles sont ces stratégies-là à mettre en place justement pour solutionner ce gap du logement sur le continent. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, changer de paradigme et réfléchir grande échelle. Pour réfléchir grande échelle, la base, c'est la maîtrise des données. En Afrique, très peu de pays peuvent dire avec exactitude, peuvent répondre avec exactitude aux questions des investisseurs, des PTF et des promoteurs internationaux qui peuvent venir produire 200 000 logements, 300 000 logements. Nous ne connaissons pas très bien notre déficit. Nous ne maîtrisons pas le nombre de main-d'œuvre que nous pouvons mettre sur la table, etc. Donc, la question de la donnée, à mon avis, elle est centrale. Et si toutefois on devait garder qu'une seule chose, nonobstant toutes les autres contraintes, c'est que les 5 prochaines années, que l'ensemble des pays africains se donnent la main pour produire les données nécessaires pour avoir un marché commun pour le logement et donc on pourra attirer tous les experts, toutes les énergies dont on a besoin. Merci. Monsieur Amadou Thiam, responsable régional senior Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et centrale de Shelter Afrique Development Bank depuis Abuja. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci Madame Kwasi. Monsieur Claude Afi, directeur de l'École supérieure des professions immobilières, merci d'avoir été là. Merci à vous pour l'invitation. C'est nous. Monsieur Drissa Soulama, coordonnateur national du Forum de la société civile d'Afrique de l'Ouest, merci d'avoir été là. Merci Madame, merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Cette émission spéciale d'Africa Newsroom à retrouver sur l'application MyAfrica 24. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.